Bonjour et bienvenue à ce cinquième cours de technique d'analyse en marketing stratégique. Alors aujourd'hui, on va voir l'analyse des groupes stratégiques, mais avant ça, je vais vite vous résumer ce qu'on a vu la fois passée. Alors la fois passée, on a vu les cinq forces de porteurs, hein, et donc ce sont des les forces du secteur, si vous voulez, hein, et c'est un modèle, très classique, hein, dont le but est finalement de déterminer, l'intensité concurrentielle, d'un marché spécifique, hein, et d'après cette intensité concurrentielle, d'en déduire la rentabilité probable et donc puisque nous voulons faire de l'argent, qui dit rentabilité dit attractivité du secteur. Voilà, hein, la base de réflexion des forces de porteur. Alors le modèle est intéressant, hein, parce qu'il mêle un axe, vertical, qui est plus, orienté sur, comment est-ce qu'on se sépare les parts de marché dans ce marché, hein, avec l'analyse des nouveaux entrants, des produits de substitution, hein, donc d'autres manières de répondre aux mêmes besoins et un axe horizontal, sur lequel on va se, partager la marge générée par toute une filière. Et donc on a analysé et je vais pas reprendre point par point, mais donc on a analysé chacun de ces axes et on a vu que, et ben, il y avait différents critères à prendre en compte pour, déterminer chaque fois si, et ben, un nouvel entrant va constituer une menace ou pas, un produit de substitution va constituer une menace ou pas. Hem, Voir si dans ma relation avec mes fournisseurs et mon client, je suis plutôt dans une position de force ou de faiblesse dans cette, négociation et finalement à l'intérieur de, mon secteur et ben, si, les recettes pour, avoir, une concurrence un peu apaisée, sont en place ou pas. Et donc ça, c'est important aussi, hein, avec évidemment, des facteurs clés comme le taux de croissance de l'activité. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel, on va faire attention. La banalité du produit ou du service aussi, hein. On sait qu'on veut se différencier pour arriver à créer une marge, et on sait que, beh, on a plutôt envie d'investir dans un secteur, où il y a une demande qui va, augmenter avec le temps. Voilà, et si possible, on peut être le plus fort de la bande dans ce secteur-là, ça c'est encore mieux. Très bien, hem, il y a des choses que, on n'a pas faites et bon, c'est pour simplement, pour, les élèves qui suivent, un petit peu toute la formation, qui, puissent comprendre ce qu'on fait ici et ce qu'on ne fait pas. Excusez-moi. Hem Et donc on a bien regardé toutes les forces de marché, on n'a pas analysé, hein, les besoins et les frustrations que vous avez vues normalement, en base du marketing. Hem, on n'a pas plus que ça abordé les forces macro et économiques parce que vous avez un cours de fait institutions économiques qui couvre, ces thématiques. Les forces du secteur et ben, on vous venez de on vient d'en parler de manière assez approfondie. Je dois dire que, j'aimerais à l'avenir, hein, c'est plus un point pour moi à améliorer, mais aussi comme ça vous savez que, il y a, des choses à approfondir de ce côté-là. La prise en compte des parties prenantes n'est pas, une des forces de secours, hein. C'est quelque chose que je pourrais, largement encore développer, hein. Je vous ai mis, là en dessous un processus, issu
des normes pour la responsabilité sociétale, hein, qui fait la part belle à la prise en compte de ces parties prenantes et finalement pour voir que toutes les parties avec lesquelles on est en interaction sont satisfaites de cette interaction. Voilà, c'est quelque chose que je pourrais largement plus développer en avant. Et donc, pour le moment, je ne le fais pas et donc je préfère le reconnaître plutôt que vous pensiez que je parle de tout. Non, de ça, je ne parle, que trop peu. Voilà. Et pour ce qui est des tendances clés, à ce moment pour ça, j'en parlerai pas beaucoup non plus, mais vous avez un cours de recherche documentaire, et avec qui fait la part belle aux différentes veilles, hein, et ça, c'est quelque chose, que vous pourrez couvrir dans ce cours-là. Donc voilà, finalement, je fais ce tour d'horizon parce que, nous avons fini de parler maintenant de ce qui était externe à l'organisation et on va maintenant se tourner vers une partie plus interne et même si il s'agit ici d'analyse de groupes stratégiques, donc a fortiori on va s'analyser nous et nos concurrents, eh ben, la base de cette analyse se fait sur la connaissance de mécanismes internes de notre organisation et si possible des concurrents aussi. Alors, au départ, eh ben, on peut observer que, sur un secteur d'activité précis, hein, on va avoir des acteurs qui vont disposer de ressources différentes, de compétences différentes, d'actifs de manière générale, différents et qui donc, vont avoir ce qu'on appelle des stratégies différentes, voire des positionnements si on est un peu plus dans l'opérationnel, des positionnements différents. Hein, on peut dire positionnement stratégique aussi, ça pose pas de question. Alors, hem, il se fait que, on va essayer de rassembler, hein, et d'ailleurs c'est cohérent, hein, d'essayer de rassembler, ces entreprises par groupe stratégique parce que, en général, on trouve un certain nombre, de facteurs qui, sont développés de manière cohérente ensemble, hein. C'est pas toujours vrai, hein, chaque organisation est unique, of course, mais voilà, il y a souvent parce qu'on voit le monde d'une certaine manière, et ben, on va plutôt adopter un certain type de stratégie. Et donc ça, en principe, si et c'est en général le cas évidemment, si on est cohérent avec ce qu'on pense, et ben, on va, rassembler toute une série de choses communes. Voilà, et ben, nous, on va vouloir, vérifier, hein, ces similarités de profil et et de vérifier si, effectivement, il y a bien des groupes, différents heu, qui sont présents sur un marché et finalement, quels sont, hein, ces critères de différence. Hem Différence de performance aussi de ces groupes et au sein de ces groupes, hein, des organisations, hein et donc le but, et entendons-nous bien, cette notion de performance est somme toute relative, hein. Nous, on analysera, ici, c'est pour ça que le modèle a été, créé, hein, surtout des performances, financières, donc en termes hein, de position dominante ou de capacité à générer un profit. Il est clair que cette notion de performance, peut être challengée, hein. Elle bénéficie même du fait d'être challengée. Aujourd'hui, on a d'autres axes qui sont aussi importants, et qu'il faut prendre en compte. Donc voilà, à vous d'adapter aussi le modèle, hein, aux réalités, d'aujourd'hui et aux réalités futures aussi, voilà. Allons-y pour dresser, cette topographie, hein,
de la concurrence et donc pour savoir finalement comment, on se compare à nos concurrents. Avant cela, je voudrais, mettre, au point une définition, celle de barrière à la mobilité. Ça va être très, facilement fait puisque c'est une généralisation de 2 notions qu'on a déjà vues ensemble, hein. Je vous ai parlé de barrière à l'entrée, hein, de manière extensive, hein, donc finalement la difficulté à, rentrer, sur, un secteur, hein, et on a, même fait une matrice avec, hein, on a pris ce critère-là, hein, la hauteur des barrières à l'entrée, hein, pour classer les différents, types de systèmes concurrentiels. Je vous ai aussi expliqué, cette notion de barrière à la sortie, hein. Mais donc finalement, si on on joint ensemble ces notions de barrière à l'entrée et de barrière à la sortie, on a une notion de barrière à la mobilité qui fait que on aura tendance à, rester dans un groupe stratégique parce que ça coûte cher d'y rentrer et ça peut coûter cher aussi. Ouais, bien sûr, ça peut coûter cher d'y rentrer et ça peut coûter cher d'en sortir, hein, et c'est souvent évidemment parce que, ils sont efficaces que ça coûte cher d'y rentrer. Et c'est parce qu'ils sont très spécialisés que ça coûte cher d'en sortir. Voilà, mais donc cette notion de barrière à la mobilité va maintenir une certaine différence entre des choix stratégiques de différents groupes en termes de profil, de positionnement et donc, souvent avec un résultat sur la performance. Voilà, petit exemple ici, si vous en avez encore besoin, en principe, vous n'en avez plus besoin, mais voilà, hein, 2 groupes stratégiques distincts. On a ici dans l'hôtellerie, hein, des chaînes généralistes multi-enseignes, hein. Je vous ai donné un petit exemple ici, dont, finalement, ce sont des très gros groupes qui, ont des barrières à la mobilité assez fortes parce que, ils ont, énormément d'actifs, hein, d'endroits, d'hôtels différents, avec des enseignes qui correspondent à chaque fois des gammes et des attentes différentes des différentes cibles, et donc tout ça demande, un certain rodage et de gros investissements certainement, avec des investissements marketing, mais ça permet de bonnes économies d'échelle et de taille. Donc on sent bien que, vous, moi, on va pas pouvoir monter une chaîne généraliste multi-enseigne comme ça en claquant des doigts. Grosse barrière à l'entrée et on pourrait aussi dire que il y a un certain nombre d'économies de gamme qui font que c'est plus intéressant d'avoir tous ces actifs ensemble, que d'aller les revendre un par un à droite et à gauche, hein. Donc il y a vraiment, une cohérence à avoir tous ces actifs ensemble et donc on n'aura pas envie de sortir de de, mmh, de ce positionnement parce que, hein, si on devait revendre hôtel par hôtel et ben, on n'arriverait pas, hein, à générer, un revenu qui soit, supérieur au fait d'exploiter la chaîne d'hôtels. Voilà, à côté de là, à côté de ça, on a l'autre exemple, hein, de groupe d'hôteliers, dits traditionnels, hein. Voyez, un indépendant qui achète un immeuble et qui se dit: «Tiens, moi, je vais faire un hôtel ici, hein». OK. Il y a peu de barrières à l'entrée, ça veut dire que vous et moi, pour autant qu'on ait un petit montant, enfin qu'on soit capable, d'acheter, un bâtiment adéquat, et de négocier, un emprunt avec, une banque, il y a moyen de le faire. OK? Hein, ça sans enfin, disons qu'il y a pas mal de gens qui pourraient le faire, plus que de faire une chaîne généraliste multi-enseigne, donc peu de barrières à l'entrée et du fait qu'il y a peu d'économies de gamme, hein, et de volume, finalement, le raisonnement de se dire, «Est-ce que je revends l'hôtel, ou est-ce que je l'exploite?» Peut-être que la rentabilité pourrait être supérieure en revendant l'hôtel et en investissant ses sous ailleurs.
Voilà, en tout cas dans certains cas, hein. Je ne fais pas de généralité, mais c'est certainement beaucoup plus le cas que dans l'exemple ci-dessus. Et donc on voit que, dans un cas, il y a une grosse barrière à la mobilité et dans l'autre cas, il y a une plus faible barrière à la mobilité. Et c'est pour ça que d'ailleurs, hein, ça peut être des cibles faciles pour la croissance, de l'autre groupe qui, en intégrant chaque fois un hôtel, supplémentaire dans son son portefeuille, hein, peut, bénéficier des économies de gamme, hein, de l'ensemble du groupe et donc va arriver à beaucoup mieux rentabiliser les, hôtels en question. Voilà. Très, très bien. Alors, un petit mot sur cette construction des cartes stratégiques qu'on va faire. Hein, heu, idéalement, conceptuellement, je devrais dire, conceptuellement, les groupes stratégiques sont identifiés sur base de nombreuses dimensions. J'ai mis ici n dimensions, hein, n étant un nombre, grand, mais enfin, en tout cas, plus qu'un 2 ou 3. Hein, et ces dimensions sont les variables stratégiques clés, c'est-à-dire, hein, les variables qui sont, à la fois discriminantes et qui explicatives aussi, hein, et donc, il y en a souvent plusieurs, hein, en combinaison. Malheureusement et je vous ai mis un exemple de manière de d'écrire et de comparer plusieurs dimensions ensemble ici en haut à droite. C'est pas pour notre pauvre cerveau humain, c'est pas très facile d'aller, avoir une réflexion cohérente avec ce genre de carte. Alors je dis pas qu'il y a pas moyen, mais en tout cas, au-delà du fait de bien réfléchir, et bien sûr on veut bien réfléchir, on veut aussi, bien communiquer et si possible, communiquer de manière, en tout cas claire et qui dit clair dit souvent un peu simplifiée. Voilà. Donc nous, nos cartes, on va pas faire des cartes à n dimensions parce que, voilà, on va vouloir communiquer les choses simplement et donc on va, faire une simplification et on va prendre chaque fois des cartes à 2 dimensions, hein, qui est quelque chose qu'on peut mettre sur un papier, hein, et penser, relativement, facilement. Hein, en tout cas, de le communiquer de manière cordiale sans être, ultra concentré sur la chose, hein. Et donc voilà, quitte à utiliser plusieurs cartes à 2 dimensions pour pouvoir, les comparer les unes avec les autres. Donc, ce qu'on va faire n'est pas, super compliqué aujourd'hui, hein, mais il y a quand même 4 étapes successives. Hein. La première va être, d'identifier des variables, stratégiques dites discriminantes, c'est-à-dire, des variables qui font le job pour, séparer les organisations d'un secteur en différents groupes, hein. Et si ce sont des variables stratégiques que tous les éléments du secteur ont, elles sont pas discriminantes parce que comme tout le monde les a, tout le monde se trouve au même endroit et donc ça, c'est pas très intéressant. Voilà. Enfin, c'est peut-être bien de savoir que tout le monde utilise ça, hein, surtout si on veut faire une réflexion créative et dire: «Tiens, est-ce que je ferais quelque chose de différent?» ou être, confirmé dans le fait de penser que, il faut absolument ça si je veux rentrer sur le secteur. Mais, voilà, ce qu'on veut ici, c'est des variables qui nous permettent de faire la différence. Ensuite, et c'est souvent compliqué, il va falloir, décrire l'attitude des différentes organisations, par rapport à ces variables, stratégiques discriminantes. Et là, malheureusement, on est aussi confronté à la réalité, probablement pas, celle de pouvoir, être super intelligent, mais cette fois-ci, celle de pouvoir avoir accès à l'information.
Hem, voilà, il se fait que, outre le fait d'avoir un cerveau limité, on a aussi une capacité d'observation qui est limitée et donc parfois on aimerait, faire des super, cartes, de groupes stratégiques, mais malheureusement nos concurrents ne veulent pas nous donner l'information parce qu'ils estiment que, c'est ça qui leur permet, hein, le fait de cacher cette information leur permet d'avoir un avantage stratégique. Donc voilà, on est aussi parfois limité à ce niveau ça à ce niveau-là et donc, beh, on on est obligé de faire avec ce qu'on a. La troisième chose, c'est qu'on va donc bien combiner ces variables 2 à 2 pour, pouvoir, y réfléchir de manière claire, hein. Parfois on peut le faire de 3 à 3, hein, mais voilà, hein, et puis on va choisir les cartes qui vont nous permettre d'expliquer les mouvements stratégiques qu'on a envie de faire. Hein, je vous rappelle qu'ici, on est dans le contexte d'un diagnostic stratégique et donc dans le diagnostic stratégique, vous avez envie de dire: ben voilà nos forces, voilà nos faiblesses, hein, et voilà les opportunités, voilà les menaces» et donc nous, on fait partie de ce groupe-là et ça explique, une partie de ces forces, de ces faiblesses ou des opportunités, des menaces à prendre et en tout cas surtout des forces et des faiblesses, hein et vous voulez montrer graphiquement qu'est-ce que ça pourrait donner de, établir une certaine stratégie. OK? Hein? Donc, on va choisir ces cartes, qui permettront de regrouper, hein, les similarités et les différences que, vous voulez, démontrer pour prouver que la stratégie que vous proposez est celle qu'il vaut la peine d'être suivie. Voilà. Très, très bien. Alors, c'est facile à dire tout ça, à faire c'est tout à fait autre chose. Voici, une liste, hein, de variables stratégiques déterminantes et j'ai souligné la mobilisables et cette liste est super loin d'être exhaustive, hein. Donc, en fait, il faut se rendre compte que, ces variables stratégiques, elles sont hyper nombreuses. Je vous ai fait une petite, liste là dans les critères comportementaux, hein, degré de focalisation géographique, degré de focalisation produit, degré d'intégration verticale, intensité capitalistique et plein d'autres choses. Ce sont des variables, voilà, qu'on peut retrouver, dans la littérature, sur la stratégie. Je vous rappelle que nous, je vous ai proposé en tout cas de séparer ce qui se passe à l'intérieur d'une organisation en, 7 thématiques qui, je pense, sont intéressantes d'analyser dans ce cadre-ci, hein, le modèle des 7 S, de McKinsey. Hem Bon, voilà, le fait est que vous pouvez prendre, il faut pas que je dise n'importe quoi, même si j'ai envie de le dire, mais on peut prendre un ensemble de critères absolument gigantesques. Et donc, évidemment, réfléchissez à ceux qui sont donnés, typiquement par la documentation, la littérature plutôt, sur la stratégie. N'oubliez pas que, que c'est souvent, en tout cas dans les bouquins de il y a quelques années, très orienté vers une stratégie, de comment hein, économique, hein, rentable, et cetera. Et qu'il y a d'autres critères à prendre en compte aujourd'hui et que voilà, tout ça est toujours, très relatif à ce qu'on veut expliquer. Voilà, donc on sépare ces variables stratégiques en 2 catégories. Critères dits comportementaux, c'est-à-dire comment est-ce que mon organisation et mes concurrents sont, hein et la bonne nouvelle, c'est que souvent, ces variables sont limitées donc par, genre c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, mais donc elle est limitée par notre capacité à aller observer certaines choses chez nous et chez nos concurrents, hein. Donc ça va limiter, notre champ d'investigation.
Et à côté de ça, on a les critères de performance. Alors là aussi, en général, on va parler de croissance du chiffre d'affaires. Je vous rappelle l'importance de ce que c'est de croissance du chiffre d'affaires dans les environnements de volume. Croissance du profit et évidemment, ça c'est ça va être, nécessaire pour satisfaire nos actionnaires. On peut aussi, aller chercher, des indicateurs tels que la performance commerciale. Ça, c'est intéressant parce que ça me permet, hein, de mettre finalement, heu, à l'échelle, hein, de pouvoir comparer des organisations qui sont de tailles différentes. Idem pour la rentabilité économique, hein, résultat net qui est une mesure finalement du profit, hein, sur soit le chiffre d'affaires, ça vous savez ce que c'est le volume, enfin le volume financier de mes ventes, le montant de mes ventes totales ou actif économique. Ouais, idéalement, ce serait la valeur de mon patrimoine à la revente. Ça, ce serait encore mieux d'avoir, hein, mon profit sur la valeur à la revente. Comme ça, je pourrais avoir un vrai outil de décision. On peut aussi regarder la performance boursière ou d'autres choses. Donc voilà pour la performance classique. Aujourd'hui, on inclut dans cette notion de performance, des indicateurs, écologiques et sociaux, hein. Je vous en ai mis, ici dans le cercle vert, en haut à droite, hein, sous le vocable. Quelles sont nos missions, hein? Parce que, hein, par, durabilité, on veut inclure d'autres choses simplement que la rentabilité économique et voilà, on pourrait par exemple, choisir d'analyser le taux de circularité, hein, donc finalement notre capacité à recycler, à réutiliser nos déchets, sans trop de dépenses énergétiques. Heu, l'empreinte écologique ajoutée, ça j'aime bien, hein, c'est quelque chose qui est, un peu difficile à mesurer encore, mais je pense sincèrement que, ça vaut la peine, d'y penser, activement parce que on va être on va être de plus en plus doué pour le mesurer et donc fatalement, on va commencer à intégrer ça dans notre notion de la performance. Heu je vous ai parlé des parties prenantes. La satisfaction des parties prenantes est probablement un bon indicateur, social, aussi. Et 3 petits points. Donc on voit que cette notion de performance, il faut pouvoir, la challenger un petit peu. Voilà. Alors, que ce soit des critères, des variables comportementales ou des variables de performance, on va choisir ces variables et ensuite déterminer une manière ou si possible la meilleure manière de le mesurer, hein. Et parfois la meilleure manière, c'est la manière accessible aussi, hein. Voilà, spécialement quand on parle, allez, je vais faire un truc un peu, hein, quand on parle d'empreinte, écologique ajoutée, c'est compliqué d'aller mesurer, l'ensemble des «polluants» entre guillemets, hein, générés par une activité. On va peut-être se contenter du CO2 parce qu'on sait qu'avec le réchauffement climatique, là, c'est vraiment quelque chose pour lequel, hein, c'est important. On va, hein, faire un amalgame, une simplification et mesurer simplement le CO2 plutôt que de mesurer l'ensemble des polluants. Bon, et c'est peut-être aussi parce que c'est plus facile à faire et cetera, hein. Voilà. Autre exemple plus classique, la taille de l'entreprise, je peux soit la mesurer par le chiffre d'affaires, soit par, le total du bilan, soit par, l'effectif en termes d'employés au travail, hein, d'équivalent temps plein et cetera. Autre exemple, plus, pratico-pratique, le degré de focalisation géographique. Je peux très bien choisir de mesurer le nombre de pays qui sont couverts par, une organisation ou le pourcentage du chiffre d'affaires réalisé hors du pays d'origine ou encore le chiffre d'affaires de la zone géographique la plus importante sur le chiffre d'affaires total. Tout ça
mesure, enfin, sont différentes mesures de mon degré de focalisation géographique et donc il s'agira de, choisir la méthode de mesure la plus pertinente et surtout, parmi celles qui sont accessibles, j'allais dire à moindre coût aussi, hein, parce que, c'est très bien de faire stratégie, mais il y a un moment, il faut aussi, hein, il faut aussi faire du business. Voilà, très, très bien, je pense avoir tout dit. Alors, l'interprétation de ces cartes va se faire à 2 niveaux. Au niveau du présent, eh ben, je vais vouloir, simplement interpréter l'attitude, le positionnement, comment sont mes concurrents, donc finalement, hein, essayer de mettre en place, un échiquier pour, pouvoir comprendre, où sont, les opportunités et les menaces et où sont mes forces et mes faiblesses par rapport à celles de mes concurrents. Et ensuite, ça va me permettre d'interpréter les futurs possibles, hein, mes futurs possibles à moi, évidemment, si jamais je voudrais, analyser la possibilité d'un changement stratégique, mais aussi, les changements possibles de mes concurrents, hein, pour pouvoir, les anticiper et éventuellement, mitiger les risques qui sont liés, hein, à ces changements possibles, à me dire: «Ben voilà, si celui-là décidait de faire ça, à ce moment-là, je serais dans une meilleure position si je développais telle capacité ou telle compétence». Voilà, alors, pour l'analyse du présent, 3 cas de figure. On va combiner les critères, selon qu'ils soient, comportementaux ou liés à la performance et on va combiner 2 critères comportementaux, 2 critères de performance et puis un critère comportemental avec un critère de performance. Alors, on combine 2 critères de performance, excusez-moi, 2 critères comportementaux, hein, pour essayer de décrire les positionnements, hein. Et je vous rappelle qu'on peut les prendre, hein, on peut en prendre 2, puis 2 autres, puis encore essayer de combiner les 2, hein, ensemble. Tout ça pour avoir toutes les dimensions et essayer de trouver la carte qui explique le mieux. Alors ici, je vous ai repris un petit exemple, simplifié. Hein, de la distribution sélective de produits cosmétiques en 2006. Hein. Donc, pour la petite histoire, la distribution sélective de produits cosmétiques, ce sont bien, hein, des distributeurs, hein, donc on peut dire des magasins, voilà, des magasins qui vendent à la fois du parfum, des produits de soins et du maquillage. Donc, on va prendre ces 3 catégories et ils sont ensemble responsables de 45% des ventes, hein, de ces produits-là, le reste étant vendu en pharmacie et en grande distribution. Je vous ai mis une petite liste, hein, des types d'entreprises qu'on peut retrouver sur ce segment. On voit qu'il y a pas mal de choses différentes, hein, à la fois allant de la coopérative jusqu'au grand groupe avec plein de succursales, hein. Et en général, même dans la quasiment totalité des cas, l'activité dominante, hein, reste la distribution de parfums. En tout cas, c'était le cas en 2006. Mais OK. Donc on voit qu'on pourrait être facilement un peu paumé dans tout ce secteur et se dire: «Oui, mais qui se passe?» J'aimerais une explication un peu plus simpliste, mais sur laquelle je puisse expliquer une stratégie, hein? Et là, l'exemple qu'on a pris, on a pris le degré de spécialisation. Donc le degré de spécialisation, c'est bien finalement le pourcentage du produit dominant qui est vendu, hein, à savoir dans la plupart du cas le parfum, hein. Donc, au plus ils vendent de manière spécifique, un des 3 produits, parfum, produits de soins ou maquillage, hein, au plus ils auront un degré de spécialisation élevé. Et l'autre critère, c'est la taille, hein, qu'on va mesurer ici avec le chiffre d'affaires.
hein. Et donc, en disposant l'ensemble des acteurs de la distribution sélective de produits cosmétiques, hein, sur ces deux axes-là, on voit que il se dégage, hein, deux groupes stratégiques. Le premier qui a, avec des acteurs qui ont un chiffre d'affaires assez important, ok, et qui vendent de manière relativement équilibrée les trois types de produits, parfums, produits de soins et maquillage, hein. On voit que hein, le plus grand tourne autour de 40 à 50% des ventes pour un des trois, donc ça veut dire qu'il reste 50% pour les deux autres, c'est relativement équilibré, hein. Et donc ça, ce vont être des gros groupes généralistes. Ok. Et on voit bien que la stratégie d'un gros groupe généraliste ne va pas être la même que l'autre groupe qui sera finalement les spécialistes de plus petite taille, hein. Euh, où ils vont, donc ils se spécialisent, ils se différencient, hein, dans un des cas, hein, et donc on voit bien l'apparition de l'autre, stratégie qui est une recherche finalement de différenciation, alors que l'autre était plutôt une recherche de domination par les coûts. OK? Donc on voit, hein, ça nous permet le fait de les mettre sur une carte comme ça, eh ben, ça nous permet d'avoir une explication qui soit cohérente avec un univers stratégique bien compris de votre auditoire. Voilà. Euh, alors, on peut aussi associer les deux dimensions relatives à la performance. Enfin, quand je dis les deux dimensions, on a bien vu on pouvait en avoir plus, hein. Ici, ce serait le but est aussi, hein, de faire des groupes, mais de mieux différencier encore ces fameuses trajectoires stratégiques, hein. Et l'exemple ici, hein, est celui de l'industrie mondiale des vins et spiritueux en 2006, hein. Et on va voir de nouveau cette même apparition, mais expliquée différemment, hein. Celle de l'élargissement du portefeuille de produits, hein. Euh, et celle de, dit, la premiumisation, hein, ou la montée en gamme. Donc on voit que hein, on va utiliser ça, donc deux critères de performance. Le premier, la croissance du chiffre d'affaires, hein. Le fait d'avoir un grand chiffre d'affaires dit finalement qu'on va avoir un plus grand volume, et je vous rappelle que c'est en termes de domination par les coûts une mesure de la performance. Et la croissance du profit, ben, le profit reste, hein, la performance économique clé. Voilà. Et donc, en mettant nos entreprises ici sur cette carte, eh ben, on peut voir que d'un côté, on a Pernod Ricard qui, lui, a élargi au maximum, hein, via le rachat notamment de concurrents, son portefeuille de produits, hein, et donc il va avoir plein de choses à proposer, hein, et par là même, hein, son chiffre d'affaires, hein, puisqu'il va avoir plein de choses à vendre, avec une certaine domination par les coûts, de nouveau, hein, et à l'opposé, on a, hein, des acteurs qui ont plutôt, avec Bacardi en tête, plutôt investi dans, hein, la notoriété, la publicité, et pour essayer de finalement générer une grosse marge, hein. Non, cette premiumisation, hein, c'est l'autre groupe, hein. Mais, et voilà, ça permet d'expliquer un petit peu, hein, comment est-ce que, enfin, quelle stratégie a été adoptée pour avoir la domination par les coûts, hein, et quelle stratégie a été adoptée pour créer une premiumisation. Le plus délicat, mais aussi, je trouve le plus, enfin, non, pas le plus intéressant, mais très intéressant aussi,
Hein, c'est la combinaison d'un critère de performance avec un critère comportemental. Alors, pourquoi est-ce que moi je trouve ça super important? Parce que finalement, ça nous permet de découvrir des facteurs clés de succès. Alors, les facteurs clés de succès économiques, en général, on les connaît assez bien, mais vu qu'il y a cette notion de performance qui est en train d'évoluer, je pense que c'est un excellent outil d'analyse scientifique, hein, des facteurs clés de succès qui nous permettraient d'atteindre ces nouveaux critères de performance. Hein. Mais il faut prendre des pincettes avec ceci parce que on est souvent victime d'un biais cognitif qui nous dit ouais, s'il y a corrélation, c'est que c'est explicatif. Donc, je prends mes petites pincettes de scientifique, hein, et donc le fait de combiner un critère de performance avec un critère comportemental nous permet de faire des hypothèses sur des facteurs de clés excusez-moi, sur des facteurs clés de succès possibles du secteur, hein, en soulignant des corrélations éventuelles. Hein. Donc je vais essayer de dire, ben voilà mon critère de la performance, hein, et qu'est-ce qui explique cette performance, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette performance, hein. Et donc chaque fois je vais le comparer avec ce qui pourrait expliquer, hein, et soit s'il n'y a pas corrélation, c'est que je suis certain que ça n'explique pas. S'il y a corrélation, je dis OK, j'ai une hypothèse, hein, que ceci peut contribuer à constituer un facteur clé de succès pour atteindre cette performance. Voilà, ça reste une hypothèse et il est, évident que il faut la confronter, hein, à d'autres choses pour, se dire que cette hypothèse est, heu, réaliste, hein, peut-être faire, des tests, un petit peu contradictoires et cetera, hein, n'hésitez pas à vous référer à votre cours d'études de marché pour ça. Et ce que il faut aussi être tout à fait conscient, c'est que vous décrivez, ce qui explique aujourd'hui, hein, cette perfor enfin ce qui expliquerait, vous voyez, aujourd'hui cette différence, mais que l'environnement de demain, sera différent, hein, et que donc, il faut faire attention à cette modification de votre environnement aussi. Donc ça peut être aussi explicatif aujourd'hui sans l'être pour demain. C'est ça que je veux dire. Voilà, alors, exemple ici de l'industrie mondiale du pneumatique, hein, et là, il y avait, une histoire, à raconter, hein, puisque, le, l'industrie du pneumatique était, comment dire? Historiquement, ben, une industrie de volume, hein, où finalement, ce qui comptait, c'était de faire des gros volumes de pneus à moindre coût. Et là, on voit que, en, croisant l'intensité, donc hein, le pourcentage du chiffre d'affaires réinvesti dans la recherche et développement, par rapport à la rentabilité commerciale, on voit qu'il y a une corrélation. Donc, finalement, les acteurs qui ont tendance à plus réinvestir dans la, hem, recherche et développement ont également, tendance à avoir une meilleure rentabilité. Et donc, outre le volume, eh ben, il y a tout intérêt, hein, par exemple pour Goodyear, là, on se dit: «Bah, Goodyear, ils auraient peut-être intérêt de faire un petit peu de recherche, quoi», hein. C'est un facteur clé de succès, qui paraît être expliqué par ce graphe. Voilà, donc en fait, les concepts sont relativement simples, hein, sous le cours d'aujourd'hui, mais il y avait quelques points d'attention, vraiment importants à, relever. Alors au-delà de ça,
hein, au-delà de l'analyse du présent, on peut faire aussi l'analyse des futurs possibles, hein, puisque une fois que la carte est établie, hein, eh ben, on peut se dire, ben voilà, notre stratégie va être, un, de renforcer notre position, hein, de dire, ben voilà, hein, on est dans le bon groupe et on veut, hein, rester au top de notre groupe. Ok, cool. Hein. On peut aussi se dire, ah ben l'herbe est plus verte ailleurs, hein, on va tenter de migrer, de modifier, hein, et d'aller migrer vers un autre groupe pour pouvoir bénéficier de l'herbe plus verte du champ d'à côté. Finalement, on peut aussi, décider d'innover, de se dire: «Mais voilà, hein», avec une réflexion créative, dire: «Voilà, en fait, il y a des acteurs qui sont positionnés là, là et là, il y a personne. Il y a personne et je pense qu'il y a un marché pour une entreprise qui serait prête de prendre ce positionnement stratégique», hein. Donc voilà qui nous permet aussi de montrer graphiquement l'intérêt d'aller se mettre ailleurs. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va analyser? 2 choses. On va analyser la pertinence de son positionnement, OK? Selon 2 axes. Alors, est-ce que, ah oui, ça va être, dans le slide d'après, hein, selon 2 axes, soit, hein, et aussi le coût de conversion. Donc, est-ce que c'est possible, hein? Est-ce que les barrières à la sortie et à l'entrée ne sont pas trop grandes que pour pouvoir changer de groupe? Voilà, hein. Donc je vous y disais, 2 axes, pour, analyser notre performance. L'axe intragroupe, c'est-à-dire est-ce que, hein, je suis bon dans mon groupe? OK? Ou est-ce que je suis le meilleur dans mon groupe, hein, de mon groupe, hein? Et finalement, la performance intergroupe, est-ce que je suis dans le bon groupe? Est-ce que je suis dans le meilleur groupe? Hein, est-ce que, hein, voilà, c'est aussi bien simple que ça. Voilà, l'autre chose, OK, les coûts de conversion, ça, on a bien compris. Alors, regardez donc le petit graphe ici, hein. Heu, Au-dessus, on va analyser cette performance et à gauche, on va analyser le coût de conversion. Alors, commençons par, la première colonne, hein, performance intragroupe et intergroupe favorable. Autrement dit, ça veut dire que je suis le meilleur du meilleur groupe. Bon, là, il y a pas de po il y a pas de, hein, c'est, la vie est belle, hein, beh, je renforce évidemment, hein, j'essaye de renforcer mes barrières, pour que les autres ne viennent pas me concurrencer et d'asseoir mes avantages, hein. Et donc renforcer, renforcer et finalement on s'en fout des coûts de conversion parce qu'on est au meilleur endroit donc ça c'est renforcé dans les 2 cas. Bon, l'autre position qui est, relativement facile à comprendre, c'est si, la performance intragroupe et intergroupe est défavorable. Autrement dit, je suis le moins bon du moins bon groupe. Bon, c'est clair que je vais pas renforcer dans ce cas-là, hein, parce que ça n'a pas de déjà ça n'a pas de sens d'être dans mon groupe et en plus je suis mauvais dans mon groupe alors, je vais pas, hein, je me pose pas de questions, donc je dégage vite fait. Si c'est possible, donc si les coûts de conversion sont acceptables et ben, je vais essayer de migrer enfin je peux essayer de migrer vers un champ où l'herbe a l'air plus verte. Et si c'est pas le cas, eh ben, je suis condamné, mais parfois c'est pour un mieux, à innover. Donc ça veut dire que même si je peux migrer, je peux décider d'innover aussi, hein. Donc ça, hein, quand je suis meilleur du meilleur groupe ou moins bon du moins bon groupe, finalement, ce que j'ai à faire est relativement clair. Après, on peut se poser des questions. Si la performance intragroupe
est favorable, ça veut dire et si je suis le meilleur du moins bon groupe, hein, puisque et intergroupe défavorable. Je suis le meilleur du moins bon groupe. Hem, là, c'est pas sûr ce que j'ai à faire. Je ici, il nous propose de migrer, hein, et évidemment, d'innover si je ne peux pas migrer, si les coûts de conversion sont pas acceptables. Heu, je dirais que moi, même si les coûts de conversion sont acceptables, je trouverais l'innovation en tout cas, à regarder aussi, hein. Hem, Parce que, c'est pas parce que je suis bon dans un mauvais groupe que, pourquoi négliger forcément à un autre endroit qui serait peut-être plus adéquat? Donc voilà, ou renforcer entre parenthèses, ouais, finalement si, et tout dépend évidemment du critère de performance, mais peut-être que, voilà, classiquement, vous avez pris un critère financier de performance, mais que vous vous rendez compte que d'un point de vue, social, vous avez des employés qui sont bien plus heureux que vos concurrents et vous vous dites: «Bon, je suis le meilleur avec des employés heureux, hein, pour, faire un petit raccourci, heu je vais renforcer ma position parce que, hein, le fait, d'avoir des employés, pressés comme des citrons tôt ou tard, retourner dans les dents de mes concurrents et donc à ce moment-là, je serai le meilleur du meilleur groupe. OK? Donc voilà, ça parfois, hein, on n'est pas dans un bon groupe aujourd'hui, mais il est idéalement positionné stratégiquement pour, des opportunités futures et donc on a intérêt à y rester. Voilà, hein. En tout cas, hein, ça va nourrir un petit peu la réflexion. Alors l'autre chose qui est pas forcément évidente, c'est si, la performance intragroupe est défavorable, je suis pas bon, hein, je suis le moins bon du meilleur groupe. Hem Ouais, c'est ça. Je suis le moins bon du meilleur groupe. Alors, ce qu'il nous propose ici, c'est d'innover à ce moment-là, hein, de se dire, en tout cas, je vais pas migrer vers un autre groupe parce que je suis déjà dans le meilleur. Donc ça, c'est sûr. Heu, Moi, je ne n'enlèverai pas totalement la possibilité de renforcer et de devenir le meilleur de mon groupe. Heu Si jamais j'ai la possibilité de le faire, si j'identifie, hein, selon un autre, schéma, ce qu'il y a moyen de faire pour, devenir meilleur de mon groupe, pourquoi pas? Je ne fermerai pas complètement la porte et il est clair que innover, hein, peut de toute façon être une bonne solution. Mais donc voilà, hein, donc ce tableau est à utiliser pour vous-même, mais aussi pour vos concurrents, hein. C'est intéressant de se demander, hein, finalement, quelles sont les menaces, hein, pour rentrer, de personnes qui voudraient rentrer dans votre groupe stratégique et entre guillemets «piquer votre niche», hein, si vous avez une niche ou ou venir augmenter la concurrence, dans ceux qui ont, les mêmes types de facteurs clés de succès que vous, hein. Donc c'est important pour expliquer sa stratégie et pour convaincre, du bien fondé de sa stratégie, mais c'est aussi, hein, intéressant d'avoir un peu d'empathie organisationnelle et de se mettre dans la peau de ses concurrents et de se dire: «Tiens, quelles sont leurs possibilités pour pouvoir les anticiper?» Voilà, je vous remercie et je, vous souhaite une excellente semaine. À la semaine prochaine.